Schönhausen en Allemagne. Qui est tout de suite, INSEP le 15 juillet. Et ensuite... Fabuleux, je pense que tous les pongistes sortent. Relation mairie, relation municipale. Bonjour, bienvenue pour cette deuxième édition de 100% Ping. On est toujours au Gosima Ping Pong Bar à Paris. Je suis encore une fois en très bonne compagnie avec 5 merveilleux invités. Donc je suis en compagnie sur ma gauche avec Enzo Anglès. Bonjour Enzo. Bonjour, bonsoir. C'est vrai que c'est le soir, mais bon, les téléspectateurs ne le sauront pas vraiment. Ouais. Ok. Aus Schönhausen en Allemagne. Qui est tout de suite, INSEP le 15 juillet. Et ensuite... Fabuleux, je pense que tous les pongistes sortent. Relation mairie, relation municipale. Bonjour, bienvenue dans 100% Ping, donc dans cette deuxième émission, toujours au Gosima Ping Pong Bar à Paris, ce merveilleux lieu où on pratique le ping, mais aussi on sait se détendre. Je suis en très bonne compagnie une nouvelle fois avec 5 merveilleux invités. Sur ma gauche, Enzo Anglès. Bonjour Enzo, comment vas-tu ? Bonsoir, eh bien, très bien, et j'espère que l'émission se déroulera pour le mieux. Bah, j'espère, il n'y a pas de raison. Sur ta gauche, un champion du monde, Nicolas Brocard. Est-ce que tu peux passer le micro, s'il te plaît, Enzo ? Bonjour Nico, comment ça va ? Bonsoir Dragan, très très bien, merci pour l'invitation. J'espère que je vais pouvoir répondre à toutes tes questions et que ça répondra à tes attentes. Ouais, t'as du travail en plus. Hein. Alors, juste en face de toi, un jeune pongiste en pleine progression, m'a-t-il dit juste avant l'émission, monsieur Thomas Chevalier. Comment vas-tu, Thomas ? Bonsoir, donc je vous remercie déjà d'être là, je suis très heureux d'être là et j'espère que l'émission va bien se passer en votre compagnie. De la même manière que pour Nico, ça va bien se passer. À côté de toi, une grande championne, Emmanuelle Lénon. Emmanuelle, merci d'être là, comment vas-tu ? Bonsoir Dragan, merci pour l'invitation et je vais très bien et ça me permet de découvrir le Gosima, de participer à l'émission, donc merci beaucoup. Et à côté de toi, donc un entraîneur très connu de l'Île-de-France, il faut dire les mots, Nicolas Greiner. Bonsoir Nico, comment vas-tu ? Bonsoir, je vais très bien, merci. Je suis ravi d'être au Gosima avec vous et puis j'espère qu'on va passer un bon moment à parler de ping-pong. Eh ben, on va essayer du mieux qu'on peut. Je le dis souvent, on le fait avec le cœur. Donc, dans cette deuxième émission, une émission qui va être remplie de nouveautés, aussi de corrections de bugs. Donc, cette fois, vous avez vu, on a un micro aux mains, on n'aura plus de problème de son. On vous a écouté. On va parler de la Pro A, de la Pro B, la Ligue des Champions, le TTU Cup, l'Open de Suède, l'Open de Russie, l'Ultimate Ping. Voilà, le programme est chargé. On va parler de ping tous ensemble, on va s'amuser.
Et voilà, on espère toujours que l'émission va vous plaire. Et si vous souhaitez apporter aussi vos remarques, n'hésitez pas, vous pourrez apporter vos remarques sur Facebook, sur Twitter. Avec grand plaisir, on écoutera tout ça. Donc on va passer à la première séquence. Donc il y a eu une journée de Pro A et Pro B juste hier. Donc je ne sais pas si en régie c'est possible au moins de lancer la première séquence. Voilà, c'est gentil. C'est parti. Alors, la Pro A, la Pro B. Donc hier, la 7e journée de Pro A et Pro B. Des surprises une nouvelle fois, mais aussi des confirmations. Donc on va commencer avec les concernés, parce que Enzo Anglès jouait hier soir, et aussi Emmanuel Lénon. Et vu que j'essaye d'être galant, on va commencer par toi. Emmanuel, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta soirée avec ton club de Quimper ? Oui, donc hier soir, on a perdu 4-2. Ting Ting, la joueuse de Miramas, c'était sa 2e journée. Donc c'est une joueuse qui défend et qui joue super bien. Donc à mon avis, les filles de Miramas vont remonter au classement. Et donc pour ma part, je fais 1 sur 2. Lire, notre chinoise, fait 1. Oui. Et Tina, notre numéro 1, c'est la joueuse qui était vraiment en forme jusqu'à maintenant, elle fait 0 malheureusement. Donc un petit 3-3, ça aurait pu être sympa. Malheureusement, c'est pas arrivé. On va regarder le classement. Est-ce que c'est possible de lancer l'infographie du classement avec les résultats de la soirée ? On va analyser justement les performances de toutes les équipes, mais aussi de Quimper. Est-ce que c'est possible de lancer l'infographie en régie, s'il vous plaît ? Voilà, c'est parfait. Donc aujourd'hui, Quimper 3e au classement. Manu, c'est une bonne position ? Oui, le club, le bureau vise le podium. Donc si on arrive à rester à ce niveau-là, ça serait bien. Alors à l'inverse, Enzo, ça s'est pas très bien passé hier soir. Je sais que tu es déçu. On va quand même revenir dessus. En ce moment, c'est un peu difficile avec ton club d'ici les Molinos. Eh bien, oui, très compliqué avec un début de saison difficile. Pour l'instant, pas une seule victoire avec le club. On n'a pas réussi à remporter une rencontre ou même un match nul. Bon voilà, après on a perdu quand même beaucoup de matchs 3-2 serrés. J'espère que ça va payer. J'aimerais bien que ça paye, mais bon, pas trop tard. Voilà, après pour ma part, au tout début, je devais pas être prêt pour le début du championnat de Pro A. Voilà, finalement j'ai repris assez vite et puis malheureusement, pour le moment, j'arrive pas à gagner et à reprendre comme avant, mais j'espère. Je travaille tous les jours pour reprendre le chemin de la victoire. Thomas, tu es licencié au Kremlin Bicêtre, qui est une équipe féminine en proie et qui est actuellement en difficulté. De ta position de supporter, mais aussi de licencié du club, comment tu analyses un peu les performances des filles ? Le début de saison, il n'est pas top, mais avec 2 joueuses enceintes au début de l'année, c'était compliqué, avec aussi une petite blessure de Carole Grundisch. Mais là, les joueuses reviennent et on espère qu'il y aura des meilleures performances pour la 2e partie de saison. Nico, est-ce que tu peux passer le micro, s'il te plaît, Enzo ? Merci. Alors, on repasse chez les hommes en proie. Chartres a pris de l'avance. Ça y est, ils se sont détachés. Ils ont 2 points d'avance. Tu penses que ça y est, ils vont être irrattrapables ? Ah non. Moi, je suis persuadé que je trouve que la Pro A elle est très ouverte. Cette année, je trouve que il y a des belles équipes. Cergy, Chartres, Hennebont, La Romaine, tout ça. Pour moi, je vois pas de champion pour l'instant. J'ai du mal à voir une équipe qui se dégage. On a Hennebont qui revient fort. Il y a Hennebont qui revient fort, donc c'est vraiment, j'ai l'impression que ça joue au yo-yo. Ça dépend un peu de la forme
des joueurs du moment, s'il y a des sorties au Pro Tour, s'il y a des sorties internationales. Voilà, je pense que c'est ça aussi. Hein. Ça suit un petit peu que les mêmes conditions que les footballeurs professionnels qui font des sorties avec leurs équipes nationales et qui reviennent en club peut-être fatigués ou peut-être galvanisés de leur sortie. Donc non, on attend. Et puis j'espère qu'on saura ça au dernier moment pour le suspense, évidemment. Nicolas, est-ce que tu suis la Pro et la Pro B? Je regarde un petit peu et je dois dire que j'apprécie beaucoup là, cette année. On a pas mal de live avec plusieurs matchs de multiplex où on peut vraiment voir changer un peu de match, voir les joueurs qu'on a envie de voir, etc. Et c'est vrai que on voit une Pro A avec un niveau de jeu vraiment très élevé, avec des étrangers qui jouent souvent, je trouve, 100, même des fois un peu sous les 100 mondiaux. Et donc, vous voyez le club d'ici les Milieux d'Enzo qui galère un peu, mais il faut voir les adversaires qu'ils rencontrent à chaque fois. Il y a vraiment un niveau de jeu très élevé. Moi, j'ai quand même l'impression que Chartres, quand Gaoning joue, c'est quand même légèrement supérieur. L'impression que ça me donne comme ça de l'extérieur en tant que spectateur simplement. Tu parles de Chartres. Chartres est également engagé en Ligue des Champions. Et il y a eu aussi une journée de Ligue des Champions il y a quelques jours. On va en parler parce que les clubs français ont aussi bien figuré. Et ils ont aussi bien figuré en ETTU Cup, qui est la petite Ligue des Champions. Voilà, donc Magnéto Tonton, on va parler un peu de la Ligue des Champions et le TTU Cup. Et oui, ça arrive. Donc la Ligue des Champions et le TTU Cup. Nico, tu suis également le parcours des équipes françaises en Ligue des Champions et TTU Cup, comme tu le fais en Pro A? En général, je suis un peu plus tard dans l'année, surtout le TTU Cup. Je trouve que des fois, les tout débuts, c'est pas toujours les matchs les plus serrés, etc. La Ligue des Champions, je regarde un petit peu plus. Et voilà, effectivement, il y a eu un bon départ des clubs français, ce qui prouve bien, je trouve, que le niveau de la Pro A, il est vraiment intéressant en ce moment-là. Depuis une saison ou deux, je trouve que c'est vraiment un niveau élevé. Et tu penses que les performances des Français, le niveau élevé de la Pro A, c'est pas étonnant que les Français aient des bons résultats en Ligue des Champions aussi? Bien sûr, plus votre championnat est costaud, plus vous êtes prêt après à affronter des équipes costaudes au niveau européen. On va regarder les classements et les résultats de la dernière journée de Ligue des Champions. Est-ce que vous pouvez me lancer ça en régie? Ça serait sympa. Voilà, donc ça arrive. Donc concrètement, on a Pontoise aujourd'hui qui est très bien placé pour se qualifier. Donc on a aussi la Vaillante qui a fait un sacré match, mais qui s'est incliné de vraiment très peu et c'est vraiment pas passé loin. Ça risque d'être un peu compliqué pour la qualification, même si rien n'est joué. On a Chartres aussi qui est troisième et qui est aussi bien placé. Voilà, donc ils ont la suite devrait bien se passer. On a également Metz chez les féminines, donc les Messines qui sont inclinées contre Linz. Donc c'est du top niveau, hein, donc il y a pas trop de soucis. Mais bon, c'est pas fini et elles ont prouvé qu'elles pouvaient se qualifier. En tout cas, elles ont l'effectif pour et elles ont surtout la niaque parce que c'est une équipe de combattantes. Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel? Oui, c'est une grosse écurie, Metz. Et, je pense qu'elles ont moyen de faire quelque chose et je leur souhaite vraiment. Thomas? Alors, même si elles ont battu le KB hier soir, on va supporter en Ligue des Champions les clubs français. Nico? Moi, j'espère qu'on sera encore français pour la prochaine édition, qu'il y aura un vainqueur français. C'est dur, ça va être très dur chez les hommes, mais j'espère que Metz, là, cette année, a vraiment une sacrée équipe. Et si on pouvait avoir la finale pour Metz, ce serait super. Je serais très content. Pour les filles, en tout cas, pour le ping féminin, ce serait vraiment super. Déjà une qualification pour le tableau final, ça sera déjà un exploit par rapport à leur poule. Voilà, alors la finale, ça serait l'apothéose, mais mais on va jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout, allez, la finale. Alors, à la différence, il y a eu quelques échecs en Ligue des Champions. Par contre, en ETTU Cup,
c'était le premier tour équivalent au 16e de finale. Puis ça a été un carton complet pour les clubs français. Donc il y avait 3 clubs français, il y avait Caen, La Romagne et Istres. On va regarder les résultats voilà, avec une petite infographie. C'est vrai que les clubs français ont vraiment cartonné 3-0, 3-0, 3-0. Voilà, Istres, Caen, La Romagne, enfin voilà, sans perdre un set, c'est très fort. Donc voilà, des belles photos de Gilles Durand avec une belle mascotte. Alors, la mascotte de Caen, c'est quoi? C'est Quoi? C'est une oie, c'est ça? Un coq malade. Voilà, mais bon, bah, Jimmy Devoix à côté, ouais. Ouais, bonjour Jimmy, la mascotte est sympa. Bon, en tout cas, il y a les prochains matchs qui vont être décisifs. Là, tous les clubs français recevaient. Là, ils vont tous se déplacer. Enzo, est-ce qu'à l'extérieur, quand on joue la Coupe d'Europe, c'est forcément beaucoup plus difficile? Bien, beaucoup plus difficile, je sais pas. Moi, j'en ai joué une de Coupe d'Europe à l'extérieur contre Bogoria. J'avais très bien joué. Maintenant, plus difficile. Bon, ben, c'est sûr qu'on n'a pas le support qu'on a quand on est à la maison, mais c'est quand même une très bonne expérience et on peut pas dire que c'est vraiment un désavantage. Est-ce que les salles, est-ce que l'ambiance de la salle, est-ce que l'équipement, le modèle des tables, le sol qui peut être différent, est-ce que ça a un réel impact sur l'adaptation quand on joue des matchs aussi importants? Bon, c'est-à-dire qu'on est souvent confronté, voire même quand même à toutes les compétitions, au changement de balle, au changement de table, au changement de sol. Donc on doit s'habituer, on est tout le temps en train de s'habituer, que ce soit à la balle, à l'éclairage, au sol. On est tout le temps obligé de s'habituer pour pouvoir tout mettre en œuvre pour pouvoir gagner. Manu, t'as des difficultés à t'adapter quand tu changes de salle comme ça ou tu fais abstraction et tu joues ton jeu? Non, franchement, on est obligé de s'adapter assez vite, sinon si on s'arrête sur des détails, on peut pas jouer. Et, on joue tellement de matchs dans l'année qu'on est obligé de s'adapter tout de suite. Franchement, c'est pas un souci. Ouais. Et Thomas, à notre niveau, parce qu'on a à peu près le même niveau, on va dire départemental, régional, est-ce que ça t'est déjà arrivé de jouer dans des salles où là, tu perdais tous tes repères, voilà, tu retrouvais pas ton jeu? C'est sûr qu'il y a des salles, je pense notamment aux plus petites villes où l'éclairage il est pas top, mais bon, on peut toujours s'adapter. Voilà, il faut s'adapter, sinon si on s'arrête sur des, comme disait Emmanuel, des détails, on joue plus au ping-pong et il faut prendre du plaisir même si les conditions sont pas optimales et il faut jouer. Alors, tu me fais la transition parfaite, tu me dis jouer, et bien justement maintenant on va jouer. Voilà, un petit jeu de questions-réponses, on en parlait tout à l'heure. Vous étiez curieux de savoir les questions avant de commencer, mais vous allez les découvrir en même temps que moi. Voilà, donc on va s'amuser un peu autour de la culture du ping, parce qu'il y a aussi une vraie histoire du ping. Et voilà, donc c'est intéressant aussi de s'amuser avec l'histoire du ping. Allez, c'est parti. Question-réponse. Alors, c'est parti. Alors, première question. Alors, Enzo, tu connais la réponse, donc on va pas... Tu répondras pas pour le coup. Alors, Enzo, en quelle année tu es devenu champion d'Europe junior en simple? Nico. Ah, c'est dur, là. Pas l'année dernière, pas... Allez, 2011. 2011. Manu. Il me semble que c'est 2013. Ouais, moi aussi. Thomas. Moi, je sais que c'est pas l'année, pas cette année. C'est pas jamais. Et moi, je dirais 2013. Ouais. J'hésitais aussi entre la A et la C, mais je vais suivre Manu. Je sens que Manu, elle a un bon feeling. mais oui, 2011, c'est trop loin. Je l'ai trop vieilli. Non, Enzo, tu vas donner la réponse et puis tu vas un peu nous raconter la finale, parce que c'était une sacrée finale contre le Croate. Alors déjà, la réponse, c'est 2013.
Voilà, donc ensuite la finale, la finale s'est très bien déroulée. C'était un joueur que j'avais perdu en par équipe, en poule, que j'avais perdu 3-0 il me semble. J'avais gardé un souvenir plutôt moyen de ce match. Et puis voilà, il se trouve que j'ai rejoué en finale. 4-0. Donc 4-0. On avait quand même très bien établi, on va dire, le plan d'action. Et tout s'est bien goupillé. Voilà. C'est vrai que depuis le début de la compétition, j'avais galéré sur tous les tours, 4-3, 4-3, 4-3. Et ensuite, je me suis rendu le match en finale facile. On avait senti un vrai soulagement quand tu avais marqué le dernier point. Ouais, c'est vrai que j'étais très content parce que le premier match, j'avais gagné 4-3, deuxième match 4-3, troisième match 4-3, en demi-finale 4-2. Donc c'était déjà une étape en plus. Et quand j'arrive en finale, t'as engendré la confiance et tu te dis là il peut plus rien t'arriver quoi. T'as tout fait jusqu'à présent et t'arrives en finale avec une confiance incroyable et voilà, tu sais que tu vas faire les bons choix, tu sais que t'es bien sur les jambes et que ça va bien se dérouler quoi. On va passer à la deuxième question. Allez, c'est parti. Alors, Manu, c'est une question qui te concerne. Alors, quand tu as participé au championnat du monde à Paris, quel était ton classement? Nico, à toi. C'est toujours moi qui tu te commence. prends pas cette fois, C'est hein. normal que je commence tout le temps à répondre à ces questions. On va hein. changer après. En plus, elle me donne aucun signe, rien là, c'est un peu dur. Alors, comme je veux pas la froisser, je vais donner la réponse la plus valorisante pour elle, 236. Nico, je t'aurais surestimé. Alors, moi, je dirais la réponse A, 291. 291. Moi, au hasard, allez, réponse C, 299. 299. Enzo? Moi, je vais rester sur la réponse A, 291 aussi. Tu te mouilles pas en fait, c'est ça. Hein, tu te mouilles pas. Non, je me mouille pas. C'est facile de passer en dernier. On va regarder la réponse. Et oui, tu étais 291e et tu avais comme partenaire Alice Abba, Marina Béraud, Laura Gasnier, Carole Grundich qui était avec nous le mois dernier et qu'on embrasse, Marie Migaud et Exi Fang. Et en fait, 236, c'est ton classement actuel. C'était le piège. Donc bravo. On passe à la troisième question. Et attention, on va monter le niveau. Hein. Là. Alors, à quelle hauteur minimum la balle doit être lancée au service? Et ça, c'est un sujet de polémique très très souvent avec les arbitres. Alors, Manu, à toi. On va pas commencer avec toi, Nico. Pour une fois, je l'avais en plus, la réponse. Normalement, avec mes vieux souvenirs d'arbitrage, c'est 16 cm. 16 cm. 16 cm aussi. Nico? Je vais dire aussi 16 cm. Enzo? Mouillé, hein. Bon, tu 16 cm aussi. Ouais, c'est ça, c'est 16 cm. On va regarder la réponse. Bon, je crois que tout le monde a trouvé. Ça devrait être en principe 16 cm. Effectivement, voilà, 16 cm. Pour revenir sur ces 16 cm, est-ce que c'est juste comme hauteur? Est-ce qu'il faudrait un peu plus ou un peu moins? Nico, toi qui entraînes les petits justement, est-ce que tu leur apprends cette règle dès le départ? Bien sûr, on essaye de leur apprendre cette règle dès le départ et de lancer sa balle au service, mais je crois que l'histoire du service et du lancer de balle, c'est surtout le fait de lancer la balle droite ou de lancer la balle un peu vers soi pour mettre un peu plus d'effet. Quelle est la bonne position pour lancer? C'est la paume ouverte? Voilà, alors il y a une position réglementaire qui est de montrer la balle à l'adversaire, d'être derrière la ligne de la table et de la lancer et d'impacter la balle derrière la ligne un peu de la table. Oui. Après, les 16 cm, c'est pas tellement souvent là-dessus que les joueurs trichent un peu. C'est sur les faits de la lancer un peu en arrière et de la cacher un petit peu avec son corps. Et là, effectivement, ça pose souvent un problème. Quand on joue droitier-gaucher, il y a des services qui sont pas si loin d'être réglementaires, mais que le droitier il va pas voir, ou le gaucher dans l'autre sens. Et c'est surtout là qu'il y a un petit flou que les arbitres ont bien du mal à juger. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de
Qu'est-ce qui se passe justement quand on fait un faux service comme ça? C'est pour l'adversaire directement? Manu, qu'est-ce qui se passe en grande général, compétition? La balle, elle est remise. Mais c'est vrai que ça arrive à tous les niveaux et même à haut niveau. Ils mettent l'épaule devant, on cache et on voit pas. Et, c'est c'est compliqué quoi. Tom? Moi j'ai vu donc un cas de faux service hier soir où la joueuse de Metz s'est fait sanctionner de 3 points. Donc pour c'est pas qu'elle lançait la balle en dessous de 16 cm, mais elle l'a lancée un peu vers soi et elle cachait. Et du coup il y a eu un premier appel à l'ordre et après elle s'est fait sanctionner 3 fois. Donc même des fois à des moments du match importants, et donc ça peut être problématique si on veut gagner le match, quoi. Oui. Enzo, t'as déjà eu, il me semble que tu as déjà eu quelques soucis au service. Tu as déjà été sanctionné plusieurs fois pour des services qui étaient bons, mais au final, l'arbitre en avait décidé autrement. Oui, c'est sûr que après, ça arrive aussi quand même à une grande majorité des joueurs. Ce que je peux dire aussi, c'est que les arbitres, ils sont quand même plutôt mal placés. Parce qu'ils sont derrière, ils ne voient pas si on lance vraiment la balle droite, si on lance vraiment la balle à 16 cm, et puis même 16 cm c'est vraiment rien. 16 cm ça fait ça. Donc il faudrait une hauteur plus importante. Pour moi 16 cm en fait, si on respecte ça, si on respecte cette hauteur, ça incite les gens à lancer la balle pas droite. Parce que si on respecte vraiment 16 cm et qu'on la lance droite, ça va trop vite, on n'a pas le temps. On est obligé de la lancer en arrière pour pouvoir faire un service correct. Voilà, maintenant, moi, je lance la balle plutôt à une hauteur quand même importante parce que voilà, c'est mon rythme de service qui est comme ça. Mais pour moi, 16 cm, c'est trop bas, quoi. D'accord. On va passer à la 4e question. C'est parti, et là on monte de niveau dans la difficulté, vous allez voir. C'est quelque chose. Alors, qui est le partenaire de Christophe Legout sur la photo? Et on embrasse Chris qui est avec nous aussi le mois dernier. On le remercie encore pour sa participation. Donc c'est une question très difficile, mais bon, on n'est pas censé savoir qui ça peut être. Alors, est-ce qu'on peut lancer les 4 propositions? On va quand même. Vous avez donné la réponse. Voilà, ça arrive, voilà. Comment tuer une question? Bon, voilà. C'était bien. Ils en avaient fait pas mal ensemble. Et pour la petite histoire, ils ont gagné leur 5e titre de double ensemble l'année dernière au championnat de France. Le 10e pour Chris, de mémoire. Et d'ailleurs, il me semble qu'il a égalé Jacques Secrétin au niveau des titres en double. Et je me souviens, pour les avoir interviewés au championnat de France, leur deal, c'était s'ils étaient champions, ils revenaient l'année prochaine. Et donc là, on verra bien au mois de mars à Orchy, donc dans le nord de la France, s'ils vont rééditer l'exploit. C'est quand même incroyable, un double comme ça. En plus, ils sont potes dans la vie, donc ça doit être... c'est top. Allez, on passe à la 5e question. Donc 5e titre, 6e podium consécutif, 10e titre en double messieurs pour Chris Legout, qui égalait aussi Jacques Secrétin. Donc on va passer à la prochaine question, s'il vous plaît. C'est parti. Ah non, c'est pas ici. Non, c'est pas ça. C'est les aléas du direct. Et oui, comme quoi on n'aura pas une émission sans aléas du direct. Est-ce qu'on a la 6e question? Ah non, c'était celle-ci, c'est moi qui me trompe, alors peut-être. C'est moi qui me trompe? Oui, vous voyez, comme quoi. Excusez-moi, c'est moi qui me trompe. Allez, c'est parti, on met la 6e. Voilà, donc en fait c'est un point. Et vous allez voir, et là, il gagne le point. Et qu'est-ce qui va se passer? À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a les propositions. Alors, réponse A, il déchire son maillot à la Zhang Jike et à la Simon Gauzy en 2013. Il se roule par terre comme s'il avait gagné les Jeux Olympiques. Ou il se met à danser le Gangnam Style de Psy, le coréen. Nico? Alors, là c'est, soyons fun, il danse le Gangnam Style. Manu? B. Moi je dirais la C aussi.
Enzo? Là, c'est sans faute. Nico? Moi, j'aurais bien aimé les 3, mais ça aurait été sympa dans l'ordre, ABC, mais je vais dire la C. Allez, c'est parti, on va regarder la réponse. Et avec le son, ça serait top. Oppan Gangnam Style. Allez, c'est parti. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Voilà de bonnes idées pour Enzo et Emmanuel Alors, pour l'anecdote, après des c'était belles victoires en c'était pro. Évidemment un match d'exhibition. Et figurez-vous que la personne qui danse si bien, c'est aujourd'hui le commentateur de l'ITTF. C'est Adam Boro, voilà, donc qui se déplace aussi voilà, sur des exhibs. Donc là, c'était aux Philippines, voilà, et il aime faire ce genre de show comme ça. C'est juste génial. Donc voilà, donc ça permet au ping, voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé concrètement de faire souvent on est expressif quand on fait un gros point. Enzo, est-ce que c'était déjà arrivé faire un gros cha, enfin quelque chose qui sort du commun? Non, qui sort du commun, non, jamais. Parce que bon, à la base, je suis pas très expressif, mais non, j'ai jamais explosé vraiment de joueur. On va dire. Nico, on y reviendra tout à l'heure. Tu es un joueur aguerri à l'Ultimate Ping. Est-ce que ça t'arrive d'exploser de joie ou vraiment de libérer la fureur? Ça m'est arrivé une fois, mais c'était pas d'exploser de joie. L'échange était tellement long que j'ai explosé de rire pendant l'échange. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à supporter mes gens. Je pense que l'échange a dû durer plus de 2 minutes. Et on n'arrivait plus. Et j'ai lâché ma raquette, je suis tombé par terre, j'ai explosé de rire. Et l'autre était pareil, mort de rire en disant, enfin ça s'arrêtait jamais quoi. Donc c'était même pas de gagner ou de perdre, c'est juste faut s'arrêter. Voilà, mais sinon non, pas des chos et des chas non, mais comme il y a beaucoup de tension, c'est vrai que quand on met un beau point, bon, on est toujours content c'est sûr, mais voilà on va serrer le point, mais pas d'explosion de joie majeure. Non. Tom? Moi, c'était pas une explosion de joie, mais c'était un peu plus de la fatigue. Donc, j'ai joué un défenseur, le match était long, les échanges étaient longs. Et à la fin du match, je gagne aux avantages à la belle. Et je m'allonge par terre et je ferme les yeux pendant 1-2 minutes. Et j'étais tellement fatigué qu'il ne se passait rien et j'étais allongé. Et j'attendais qu'il ne se passait rien. Voilà. Nico? Non, pendant que j'étais joueur, non, j'ai jamais eu d'explosion de joie comme ça, mais j'ai jamais eu de victoire non plus. Je pense qu'il les procure de trucs importants. Et chez les petits? Par contre, c'est vrai que les petits, des fois, sont assez expressifs et se font un peu plaisir. Et je suis plutôt favorable. Faut pas que ça devienne n'importe quoi. Mais ça fait du bien un peu aussi, justement, un petit peu de vie comme ça dans nos salles de ping, là, plutôt que de tout le temps sérieux, machin. C'est agréable aussi. On va continuer l'émission, on va tourner une petite page de réclame et on se retrouve dans quelques minutes. Le Giant Dragon Storm Soft est un revêtement offensif chinois très rapide à condition d'être actif à mi-distance. Il a une adhérence énorme, très efficace, idéale pour les bons serveurs. Sa mousse verte d'une couleur inhabituelle et d'une excellente qualité. C'est un revêtement chinois à forte réactivité, une très bonne alternative aux énergies. Alors, on continue. Donc, on va passer cette fois au
World Tour. Donc, il y a eu ce mois-ci 3 Open de très haut niveau. Il y a eu l'Open de Hongrie, ensuite donc l'Open de Hongrie chez les cadets. Ensuite, il y a eu l'Open de Russie et ensuite il y a eu l'Open de Suède. Donc, on va regarder un peu ce qui s'est passé sur l'Open cadet où les Français, ils ont encore une fois brillé à ce niveau-là. C'est vraiment les meilleurs d'Europe. Voilà, est-ce qu'on peut regarder un peu le résultat des Français à l'Open de cadet, l'Open cadet de Hongrie. Voilà, donc il y a eu 8 médailles dans 7 catégories, 2 en or, 4 en argent, 3 en bronze. On voit sur la belle photo de Jean-Denis Böscher, Nolan Givon. Nico, je m'adresse à toi. Qu'est-ce que tu penses un peu du petit Nolan? Est-ce que tu le regardes Alors c'est pas la génération que je vois le plus. J'avais pas mal regardé avant les générations un peu plus vieilles autour de Enzo, etc. Et là j'ai eu 2 ou 3 petits joueurs qui me prennent beaucoup de temps et qui du coup j'ai un petit peu moins suivi. Et là j'ai regardé à nouveau un petit peu. J'aime bien Nolan. Je le trouve justement. On parlait un peu de joueurs qui s'exprime et tout. Je trouve que lui, il est agréable à voir jouer. Je me rappelle de le voir, par exemple, en finale des France, où il est souvent adversaire avec Irvine Bertrand, qui sont deux joueurs plutôt de niveau assez proche. Et je trouve que lui, justement, il arrive à se lâcher un peu, à se libérer un peu. Et je suis plutôt, j'aime bien ce joueur. On va passer à l'Open de Russie. Donc là, en catégorie senior. Où Enzo, tu as participé. Et surtout, c'était une compétition très importante pour toi parce que c'était ta première après de longs mois d'absence suite à ton opération. Donc d'ailleurs, il y a une petite infographie par rapport à ça. Donc voilà, Enzo, un retour positif. Tu as fait un quart de finale. Donc à l'inverse, donc chez les féminines, Carole Grundisch a fait quart de finale. Et toi, chez les messieurs, tu as fait quart de finale. Donc, tout simplement, la meilleure performance sur cet Open chez les messieurs. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cet Open de Russie? C'est quand même incroyable. 8 mois d'absence, tu reviens quart de finale. C'est hyper positif. C'est sûr que c'est hyper positif. Après voilà, je suis allé là-bas sans objectif précis, complètement détendu mentalement, on va dire. Voilà, après c'est sûr que 8 mois d'absence, quand tu retournes dans une salle internationale comme ça, tu as l'impression d'être un nouveau joueur. Donc en fait quasiment personne te regarde, personne te juge. C'est mieux, oui et non, parce que c'est mieux parce que tu joues plus relâché. Et non, parce que ça va pas durer, ça va pas durer. Parce que si je recommence à faire des résultats, et tout de suite les regards vont être plus attentifs. Donc voilà, maintenant c'est sûr que je suis vraiment content de ce premier retour et j'espère faire aussi bien, voire mieux, et j'espère mieux, je souhaite mieux. Est-ce que les conseils de Patrick Chila t'ont vraiment aidé sur cette compétition dans le sens où reprendre, tu n'as forcément plus de repères. Dans ce cas, tu écoutes encore plus le coach. Du coup, quels ont été ces mots justement pour te permettre d'arriver à un quart de finale? En fait, Patrick m'a coaché sur 2 matchs. Donc sur mon premier match, j'étais vraiment très stressé. Je pense que c'est le match où j'ai été le plus stressé pour le moment dans mon début de carrière. Voilà, et il m'a également coaché sur un russe, donc mon match de groupe sur un russe, donc un match assez serré où j'ai gagné 4-2 et j'ai failli aller au 7e set. Mais bon, voilà, dans une reprise comme ça, il n'y a pas... Le coach, il apporte un soutien mental, mais il n'y a pas vraiment de mots. C'est que voilà, je me suis entraîné, j'étais prêt à aller au combat, mais voilà, il m'a apporté un soutien mental et tactique aussi. Mais pour le moment, c'était tout. Tom, qu'est-ce que tu penses justement
Parce que c'est une performance. Hein. Tu imagines 8 mois sans jouer dans une grande compétition internationale de très haut niveau. Tu reviens, tu fais quart de finale. C'est incroyable. Quand on même. Peut que le féliciter. Enfin, on admire. Je sais pas si lui, il est content de ce qu'il a fait, mais... Tu peux lui poser la question. Hein. Est-ce que tu es content de ton résultat Oui, forcément que je suis quand même content. Maintenant, je m'y attendais pas parce que je m'étais pas fixé l'objectif. C'était ma première compétition internationale depuis ma blessure, donc je pouvais pas attendre un résultat incroyable. Je pouvais pas m'attendre à un résultat incroyable, donc si au final je suis quand même très content et de voir que le travail aussi paye. Donc ensuite, après l'Open de Russie, il y a eu l'Open de Suède, où là il y a eu 2 joueurs qui se sont, un qui s'est révélé et l'autre qui continue à dominer le ping mondial. On va commencer donc par Simon Gauzy, qui a juste explosé sur cet Open. Il était très en forme depuis le début de la saison, puis là c'est le tournoi de la confirmation. Donc on va regarder un peu ses perfs parce qu'il les a enchaînés. Donc sur ce tournoi, Tsuboi, Kokiniwa, Matsudera, et dernièrement il a battu Gassina en Bundesliga. C'est juste incroyable. Avant la dernière journée de Bundesliga, c'était le meilleur joueur de la Bundesliga. Donc là, il est passé 2e. On l'excusera, devant lui, c'est Timo Boll. Donc, voilà, on l'excusera. Donc il y a plus grave. Qu'est-ce que vous pensez un peu des performances de Simon ? Manu, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, j'avais vu Simon à l'Open de République tchèque. Et déjà là, il avait battu un Japonais. Et franchement, c'était un autre Simon. Et là, cet Open-là, ça a vraiment confirmé ce qu'il a fait cet été. Et c'est de bon augure pour la suite. Et juste souhaite de réussir parce que franchement, ce qu'il nous montre, c'est vraiment super, quoi. Nico ? Ouais, c'est ça. On sent que ça couvre depuis quelques temps, que ça va arriver, quoi. Il joue bien, il est pas loin. On voit qu'il avance et on attendait un peu que. On a un sport comme ça qui marche un peu par déclic aussi. Souvent, on sent qu'on joue pas mal, on progresse, on joue pas mal, mais il faut ce petit résultat vraiment en officiel sur un joueur reconnu et fort pour qu'après on arrive à rentabiliser un peu tout ce travail. Et je le souhaite. On a l'impression que c'est un peu ce qui lui arrive en ce moment et que là, ça peut partir et puis après faire une belle série et un joli bond au classement mondial et après être encore plus ambitieux, quoi. D'ailleurs, il m'avait confié dans une interview sur ActuPing. Vous allez voir ce qu'il avait dit, c'est des mots très forts. Est-ce que c'est possible de voir l'infographie ? Voilà. Donc maintenant, là, on voit bien qu'il a dû passer un cap, en tout cas dans sa tête. S'il est capable de dire « je me dis que maintenant je peux battre presque tout le monde », ça veut dire que dans la tête, il a passé un cap. C'est et ça. Voilà, ça confirme ce que tu nous dis, Nico. Ce petit déclic si important, là, où après, déjà arriver à la table et se dire « je peux gagner », ça change tout, quoi. Que si on voit l'autre comme un surhomme, là, on se dit qu'on peut battre tout le monde tout de suite, tout s'ouvre. Alors à l'inverse, donc il confirme au niveau international en indiv. Par contre, en équipe de France, il a un petit peu plus de mal. Il me confiait quand même que le climat en équipe de France n'était pas du tout le même qu'en simple. Mais par contre, qu'il va falloir qu'il se batte parce qu'évidemment, il a le niveau de l'équipe de France. Mais c'est vrai que peut-être on attend aussi des résultats trop rapides de nos joueurs. Enzo, est-ce que toi tu ressens cette pression quand tu étais en équipe de France, tu vas y revenir, mais est-ce que tu sentais cette pression constante de tous les pongistes de dire du moment que tu es en équipe de France, il faut que tu sois champion d'Europe, faut que tu ramènes des titres à tout prix. Est-ce que ça c'est pesant ? C'est pesant, mais d'un autre côté, ça donne une force aussi. Parce qu'en fait, on a quand même le coq avec le maillot bleu-blanc-rouge sur le maillot, donc forcément que ça met un poids.
Mais ce poids-là, il ne faut pas qu'il vienne nous manger intérieurement. Il faut justement nous donner de la force pour pouvoir performer. Maintenant, le cas de Simon, je sais que c'est une personne que je côtoie au quotidien. Et que vous êtes dans le même centre d'entraînement. On est dans le même centre d'entraînement à Oxenhausen. Et que voilà, je sais bien que ça lui tient à cœur de performer en équipe de France, avec le maillot de l'équipe de France sur les compétitions par équipe aussi. Voilà, maintenant on a bien vu sur les Pro Tours que le travail paye. Maintenant, j'ai aucun doute que le travail va payer aussi en équipe de France. Voilà, maintenant, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça arrivera forcément. Il n'y a aucune raison que ça ne vienne pas. Manu, en équipe de France, tu es toujours international, même si on te voit moins en sortie avec les filles. Mais est-ce que la pression est aussi importante que chez les hommes ? C'est difficile de comparer. Après, moi, de ma petite expérience en ayant porté le maillot de l'équipe de France, c'est plus une pression qu'on se met tout seul. Et des fois, c'est vrai que si on pouvait être préparé un peu plus à ça, je pense que ça pourrait aider. Mais après, c'est que ma petite expérience et voilà quoi. Alors, il y a un deuxième phénomène à l'Open de Suède qui, c'est incroyable ce que fait ce gamin, parce que Simon a 20 ans, il fait déjà des choses énormes, mais Fan Zedong, donc en l'occurrence, lui il a 17 ans, il fait encore mieux et il domine le ping mondial. On va regarder un peu ses derniers résultats sur puissance Fan Zedong, parce que c'est incroyable à 17 ans de faire ce qu'il fait. Voilà, on va regarder ses résultats dans les derniers Open. Donc son parcours en 2014. Il a été champion du monde par équipe, médaille de bronze à l'Open de Chine, médaille d'or dans cette même Open. Donc médaille d'or à l'Open du Koweït, médaille d'or aux Jeux Olympiques de la jeunesse cet été. Il a gagné les championnats de Chine qui correspondent concrètement aux meilleurs championnats du monde, voire à des championnats du monde. Voilà, donc c'est juste incroyable. Et là, dernièrement, vainqueur de l'Open de Suède. Thomas, ça te fait rêver, un joueur comme ça ? Se dire qu'il a 1 an de plus que moi et qu'il a des résultats comme ça, on se dit... on se dit qu'on est loin. Ouais, voilà. C'est pas humain. Dans le top 5 mondial, je crois. Il est numéro 3. Il est numéro 3 et il va passer numéro 1 forcément à un moment donné. C'est improbable. On va regarder un peu ses exploits. Voilà, on a fait une petite compile de 6 vidéos. Voilà, l'ITTF avait fait une grande vidéo de ses meilleurs points. Bon, la vidéo fait 6 minutes. On va pas passer les 6 minutes. Je pense qu'en 2 minutes, on aura compris un peu le niveau de ce gamin, mais de ce gamin extraordinaire. C'est parti. Juste incroyable. Absolutely astonishing rally. How fast are these legs of Xu Xin?
有了，继续，樊振东继续侧身，好球，哦，漂亮。甩出来侧身，正手对正手斜线，马龙再拉，漂亮，樊振东拉住，双方坚持，拉实线，哇，漂亮。 C'est incroyable ce que fait Fan Zedong. Alors, pour clore le sujet Fan Zedong, Nico, il a été champion olympique chez les jeunes. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est le favori pour la médaille d'or aux Jeux Olympiques à Rio? Ça va dépendre qui va être là, qui va être l'autre chinois qui va être présent, parce que quand on voit les vidéos avec Soussine aussi, c'est monstrueux. Il y a Zhang Jike aussi. Il y a Zhang Jike qui vient de gagner la Coupe du Monde. Ma Long, c'est quand même extrêmement fort aussi. Aujourd'hui, il les bat. Voilà, ouais, c'est vrai, mais bon, c'est pour moi, par exemple, si Simon aujourd'hui, comme tu disais, Manu, il a battu Matsudera et c'est la deuxième fois, parce qu'il y a eu la République tchèque et maintenant au dernier Open, donc il commence à prendre des très bons joueurs. Je pense que quand Simon va pouvoir atteindre un des 4 Chinois, l'un des 4 mousquetaires chinois, là, à mon avis, le cap sera passé, j'en suis persuadé, parce que c'est vraiment, quels que soient les 4, que ce soit Zhang Jike, Ma Long, Soussine ou Fan Zedong, pour moi, c'est un peu du kiff-kiff. C'est un petit peu, c'est celui qui sera le meilleur ce jour-là, je pense. Mais c'est vrai que 17 ans, ça va être compliqué d'aller le chercher. Ça va être très très compliqué d'aller le chercher. Ouais. Ça, j'en sais, oui, ça va être dur. On va partir du côté de la Russie. D'Alex Lomaev qui est photographe, mais il prend aussi des vidéos. Et donc, ça sera l'occasion justement de parler de l'arbitrage. Allez, c'est parti, Magnéto Tonton. Alors, on va regarder le point. Voilà, vous allez voir un peu ce qui s'est passé. Donc, vous avez peut-être vu la vidéo. Voilà. Je pense que la vidéo parle d'elle-même. Voilà, donc c'est deux jeunes en finale d'un tournoi cadet. Oui, oui. La finale. Et là l'arbitre, et là la réaction de l'arbitre. Alors merci à Alex Lomaev pour la vidéo, qui a déjà d'ailleurs fait le tour du monde. Elle a été reprise dans de nombreux médias. Nico, je vais m'adresser à toi parce que c'est aussi les petits, c'est des images choquantes. Oui, c'est des images choquantes. Choquante, c'est fort comme mot. Je suis d'accord, c'est une image incroyable, mais voilà, les enfants, ça marche vachement à l'émotion, ça marche vachement comme ça. Donc il faut faire tout ce qu'on peut pour canaliser. Voilà, pour canaliser. Je pense qu'il faut les faire arbitrer eux pour qu'ils soient dans le rôle d'arbitre aussi de temps en temps et qu'ils voient un petit peu ce que c'est. Après, c'est un gamin aussi, quoi. Il mérite d'être pris en main, voilà, mais c'est des jeunes. Et l'arbitre n'est pas très vieux non plus quand on regarde la vidéo. Donc bon, il y a aussi cette proximité. Peut-être qu'avec un arbitre un peu plus vieux, ça se passe pas comme ça. On voit qu'il y a un jaune-rouge. On n'a pas trop le début, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé avant. Voilà, les deux sortent de leur rôle. À aucun moment un joueur peut faire ça. À aucun moment un arbitre il peut faire ça et jeter la raquette comme ça. Après, c'est des enfants, on n'a pas tout le contexte. D'accord. C'est pas évident. Mais en soi, ça donne pas aussi une bonne image de l'arbitrage en général, parce que qu'est-ce que tu penses de la réaction de l'arbitre par contre? L'arbitre a une réaction déplacée. Il n'aurait pas dû jeter la raquette? Il n'aurait pas dû. Sur le papier, il n'aurait pas dû. Moi, il y a un mec qui vient, il me pousse comme ça de ma chaise. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais rien dire et tout? Je suis pas sûr non plus. À un moment donné, on est des humains, puis il se passe quelque chose là, de physique. Hein. Quand on se fait bousculer et tout, il se passe quand même quelque chose. Et des fois, il nous commande un peu de réagir. Alors, un arbitre, normalement officiel, il ne doit pas réagir, etc.
Là, c'est un enfant qui est assis. Moi, je vois un enfant sur la chaise. Surtout. Donc après, est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce que... on ne sait pas trop. Effectivement, moi, je pense que les mettre dans la peau de l'arbitre un peu de temps en temps, les jeunes, pour qu'ils aient aussi le côté... C'est dur d'arbitrer un match. C'est dur d'arbitrer un match quand les deux joueurs sont pas d'accord sur le service, quand les coachs des fois disent quelque chose ou interviennent un peu. On se retrouve là, il faut prendre la décision et tout. C'est pas non plus une position toujours très confortable. Donc faut pas, des fois, sans défendre les arbitres, des fois on oublie un peu cette position pas très facile toujours. Pour des gens qui ne sont pas toujours professionnels. Là, c'est un jeune qui est assis là. Manu, qu'est-ce que tu en penses? Tout est dit. Après, c'est vrai que c'est des jeunes entre eux. Et justement, l'effet du buzz, peut-être, je pense que c'est pas bien parce que ça a peut-être cautionné ce genre de gestes. Et moi, je suis pas pour, quoi. Là, on fait tout un raffut de ça. Et je pense qu'il fallait laisser ça à leur niveau et puis on passe à autre chose. Et vu qu'ils ont le même âge, c'est compliqué, quoi. Comme ça vient d'être dit, si ça avait été un adulte, je pense pas qu'on en serait arrivé là et voilà quoi. Et ça permet aussi de faire la transition par rapport à l'arbitrage et notamment l'arbitrage en France. Il y a eu aussi un autre cas à l'Open de Suède, on en a parlé tout à l'heure, où même moi je me suis trompé, dans le sens où il y a eu un point qui a duré plus d'1 minute 30 et j'ai pensé à tort qu'en fait le point a été arrêté parce que je pensais qu'il était trop long. Et en fait, l'ITTF avait pris un bout de vidéo, donc correspondant au point où ça s'était arrêté, alors qu'en fait, il aurait fallu revenir sur le début du set. Et en fait, le set avait duré plus de 10 minutes. Ouais. Et j'ai découvert, à mon grand regret, parce que on en parlera après, qu'en fait, c'était une règle dite d'accélération. On arrête de l'expédite. Voilà, d'expédite, quand un set dure plus de 10 minutes. Voilà, donc ensuite chaque point est contrôlé. Alors justement, je pense que je suis dans le cas de beaucoup de pongistes en France, où je viens dans la salle, je viens jouer au ping, et c'est vrai que quand il faut arbitrer, je tire un peu la langue. Alors avec du recul, on se dit, pour bien pratiquer son sport, en principe, il faut connaître toutes les règles. Voilà. Ou du moins un minimum, sauf que si on ne connaît pas cette règle, il y en a peut-être des centaines d'autres que je ne connais pas. Mais est-ce que tu penses justement qu'il y a, on va dire, un problème d'arbitrage en France où on n'éduque pas assez nos jeunes à l'arbitrage, où on n'incite justement pas nos jeunes à arbitrer? Manu, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que tu penses que justement on devrait plus mettre en avant l'arbitrage? Et il y a des efforts qui sont faits à travers les ligues justement pour plus mettre en avant l'arbitrage, mais il y a quand même un problème par rapport à ça. C'est vrai que, comme tu dis, on n'aime pas arbitrer. Moi, la première, ça m'intéresse pas trop et on est là pour jouer. Et moi, je me rappelle quand je jouais en N1 ou en N2 par équipe, quand c'était à moi d'arbitrer, pareil, je tirais un peu la tête, quoi. Mais après, peut-être qu'il faut éduquer les jeunes, mais je sais pas, franchement. Nico? J'ai pas de solution miracle. Est-ce que tu leur enseignes l'arbitrage? Alors, je leur apprends les règles pour faire une compétition. Je suis sûr qu'il y a plein de joueurs qui sont dans mon club, dont je suis l'entraîneur, qui connaissent pas cette règle de l'expédite. Je trouve pas ça si grave que ça. Il faut qu'ils connaissent les règles de façon générale. Après, il y a le joueur et il y a l'arbitre qui est un peu plus pointu, un peu plus précis, etc. Ça vient aussi avec son expérience en jouant. Il va apprendre aussi au fur et à mesure. Après, il faut apprendre les règles principales. Il faut leur apprendre que l'arbitre, ça se respecte. S'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de compétition possible. Donc c'est important. Après, c'est hyper compliqué ce problème d'arbitre. On n'en a pas assez. Moi, j'essaye. Tous les ans, il y a des formations d'arbitres. On essaye de mettre des joueurs du club, de les inscrire. C'est hyper dur de convaincre un mec d'aller faire la formation d'arbitre. Il n'y a pas beaucoup de monde qui lève la main pour y aller. Donc on a un petit problème comme ça. On n'en a pas beaucoup. Ils sont bénévoles quand même. C'est pas hyper... faut le valoriser. On a souvent tendance à critiquer quand on parle des arbitres. Et on n'en a pas assez. Donc je pense qu'il faut essayer de valoriser ça. Et je pense qu'il faut toujours se rappeler que je trouve ça dur d'être arbitre. Moi, il y a des situations où j'avoue que je ne saurais pas, quand je regarde un match de pro, son service, il est limite, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois dire qu'il n'y a pas le point? Est-ce que je dois dire qu'il y a le point? Ouais, ils ont la pression aussi. Ouais, ils ont la pression. Les joueurs sont un peu impressionnants, ils mettent aussi un peu de pression. Le coach, au bout de deux matchs, qui lève la main, le service est faux, machin. On se sent pas très bien sur la chaise. Thomas? Donc je trouve ça dur. C'est vrai que
nous, je pense, moi j'arbitre souvent, c'est un peu barbant, mais on en apprend tous les jours. Tu aimes ça arbitrer? Non, pas trop. On soit honnête. Hein. Oui, non, mais. Mais j'ai appris pas mal de règles, donc je connaissais la règle de l'accélération. Mais on en apprend vraiment à tous les matchs des règles. Par exemple, quand on est en match, une règle qu'on ne connaît pas, l'adversaire nous en parle. Et on va demander à l'arbitre qui s'occupe de la rencontre et il nous explique un peu la règle. Et voilà, on en apprend tout le temps. Et c'est compliqué d'être arbitre dans le sens où c'est assez difficile de rester concentré tout un match, bien annoncer le score. Voilà, c'est difficile d'arbitrer, il faut valoriser les arbitres, je pense. Enzo, tu joues au très haut niveau. Est-ce que c'est important de connaître toutes les règles du ping parce que tu dois en croiser forcément des filous à ce niveau-là? Oui, c'est sûr que de toute façon, il faut les connaître parce que, par exemple, la balle elle touche le filet, ensuite elle touche le bord du filet mais de l'autre côté. Bon ben là, si on n'a pas d'arbitre et qu'on ne sait pas la règle, ça peut vite partir en embrouille parce que y en a un qui va dire ça, un autre qui va dire le contraire. Donc pour des choses fines comme ça, c'est important de connaître les règles. Maintenant, je pense qu'il y a quand même peu de joueurs sur cette règle-là, surtout, qui connaissent vraiment la règle. Donc pour ça, c'est vrai que les arbitres, ils sont quand même de bons exemples, quoi. On va passer à une autre discipline où il y a aussi des arbitres. Mais tu vas pouvoir nous en parler, Nico, justement. Voilà, on va parler un peu d'Ultimate Ping, une nouvelle pratique dérivée du tennis de table qui arrive d'Allemagne et qui fait un carton et qui est représenté ce soir par Nicolas Brocard, qui est justement président de l'association Ultimate Ping, et il essaye justement de promouvoir cette nouvelle discipline. Allez, c'est parti, Magnéto Tonton. Voilà, on va regarder le reportage d'Alexis. Voilà. Voilà. Est-ce que tu connais, Nico? Je connais vaguement, je le fais dans mon club en mettant 4 tables à côté. Alors moi, c'est un peu avec des séparations et en guise de filet. Les jeunes adorent ça, ils en sont très friands. L'Ultimate Ping est une discipline peu connue encore en France. Pourtant, elle a explosé dans son pays voisin, l'Allemagne. Je connais pas les règles très précises. Appelée aussi Furtisch, qui signifie 4 tables en allemand, l'Ultimate Ping organise son championnat du monde depuis 2004. Qui essaye et qui trouve pas ça sympa et qui a pas passé un Depuis bon cette année, la Coupe du Monde a été rajoutée au programme et 4 Pro Tours annuels dans 4 régions d'Allemagne seront organisés. Le principe, 4 tables de tennis de table reliées par un seul filet. Le filet mesure 31 cm de haut, soit 2 fois la taille d'un filet de tennis de table. Il s'agit précisément d'un filet de badminton arrangé artisanalement. Depuis 2 ans maintenant, c'est ouvert à toute l'Europe, avec notamment des Belges, Luxembourg, des Portugais, donc ça commence à vraiment s'européaniser. Comment ça se développe un sport comme celui-ci? Alors ça se développe avec beaucoup de promotions, comme aujourd'hui, de pouvoir faire jouer les gens, leur faire tester, leur faire jouer avec des joueurs qui ont pratiqué. Il y a 5-6 joueurs en France maintenant qui s'entraînent entre 4 à 6 heures par semaine. Donc dur, parce qu'il y a aussi le tennis de table, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, c'est en pratiquant énormément avec des joueurs qui pratiquent régulièrement. Qu'est-ce que les joueurs apprécient dans cette pratique? Les sensations, beaucoup de créativité. Là, on retrouve les roulettes, évidemment, quand on est à l'aise. Les rétros, énormément de rétros dans le jeu court. Et puis surtout, envoyer ce qu'on appelle des parpaings. Voilà, les top sur top, ça on adore. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mini-tennis? C'est un super mix entre le tennis de table et même le squash dans les déplacements. Ouais, c'est pas facile. Hein. Physique? C'est très physique, au niveau technique, c'est un peu plus chaud aussi. On peut faire des nouveaux effets? Ouais, si on y arrive. Fais gaffe à la caméra.
T'as vu la balle? Non, faut couper après la remise, Alexis. C'est pas mal, c'est physique. Faut s'y mettre à fond. Faut faire du jogging. Ouais, je pense qu'il faut courir en fait. On sert, comme au tennis, un jeu, on sert tout le temps. On a le droit à 2 services, donc on a le droit de rater un service. Par contre, on sert obligatoirement en diagonale. Voilà, soit service long, soit service court. Et on a le droit à 2 rebonds, quoi qu'il arrive. On peut jouer au premier rebond, mais au deuxième rebond aussi. Est-ce qu'on peut s'avachir sur la table? On peut s'avachir sur la table, sauf qu'il faut garder comme au billard un pied par terre, obligatoirement. Donc on peut poser la main sur la table. On peut poser la main sur la table, on peut monter un genou sur la table, mais un des 2 pieds doit rester au sol obligatoirement. Il est interdit de monter sur la table. Une partie se dispute en 4 sets de 4 points. Le service, c'est une arme redoutable. Pourquoi? L'aire de la diagonale est beaucoup plus grande, sauf que contrairement au tennis de table, on peut servir petit côté, bombe. Et c'est là où, en service de remise, on a intérêt à être plus que prêt. Voilà. Et maintenant, avec les nouvelles règles, on n'a plus trop le droit à l'erreur. En 7 de 11, on perd 2-3 points, c'est pas grave, on a quand même le temps de revenir. Lorsqu'on est mené à 0,40 sur notre service, on a perdu 2-3 points, on est vraiment très en danger. Pour compter le score, c'est comme au tennis. Comme au tennis. 15-0, 15 partout, 30-15, 30 partout, 40-30, avec toujours, quoi qu'il arrive, quand on arrive à égalité, 2 points d'écart. Lorsqu'on arrive à 3 jeux partout, c'est un tie-break, comme au tennis, de 4 points, un service chacun. On peut choisir sa diagonale pour servir. Par contre, si on arrive à 3 points partout, 2 points d'écart obligatoires, quoi qu'il arrive. Toujours en gardant le système de un service alterné chacun. On espère l'année prochaine pour annoncer un véritable tournoi, j'espère en Ile-de-France, pour au moins faire découvrir cette pratique-là à tous les pongistes, mais pas seulement. On aimerait que les tennisman s'y mettent, que les joueurs de badminton testent, que les joueurs de squash testent. Et qu'on puisse voir si les pongistes sont aussi nuls physiquement qu'on peut dire. Apparemment, on joue au ping-pong. J'aimerais bien voir un vrai joueur de tennis de table jouer contre un joueur de tennis à l'ultimate. Je trouve que c'est un très bon compromis. On ne peut pas tricher. Si on n'est pas prêt physiquement, on ne pourra pas jouer contre des gens qui sont forts. C'est pas possible. On peut s'amuser, comme au tennis de table, on a les sections loisirs, mais si on joue un petit peu en compétition, il faut une préparation physique. Et je pense que là, ça devient vraiment, vraiment super de pouvoir jouer ce compromis pratique et physique. Un beau reportage d'Alexis Zikria, encore un autre. On le salue, il était là il y a quelques minutes, il vient de partir. Nico, on l'a vu dans le reportage, une nouvelle discipline, une discipline hyper physique, mais une discipline dérivée du tennis de table. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'es venue cette idée d'importer l'Ultimate Ping en France? Alors l'idée, elle est venue avec un autre collègue, Abdelkader Amour, qui joue à Saint-Denis. Il y a eu un tournoi d'organiser un peu amateur à Saint-Maur, où on a joué. Alors moi j'avais gagné avec un autre partenaire, mais on s'est tout de suite très bien entendu avec Darka. Et puis on a commencé un petit peu à se dire qu'il y aurait quelque chose à faire en France, parce qu'on a pris un pied incroyable pendant toute une après-midi. On a fait des recherches sur internet et on est tombé sur nos amis allemands qui pratiquent ça depuis maintenant 10 ans. 10 ans? Voilà, 10 ans. Voilà, ils ont instauré ça il y a 10 ans. Et quand on a vu les vidéos sur YouTube, voilà, merci les nouvelles technologies. Incroyable niveau. Donc on les a contactés. Extraordinaire. Ils nous ont accueillis vraiment très chaleureusement. On a fait une rencontre amicale avec eux, donc 2 mois avant les premiers championnats du monde qui avaient lieu en 2013 à Mendig, à côté de Düsseldorf.
On a vu qu'il y avait un niveau incroyable, hein, que c'était pas du tout ce qu'on voyait dans les vidéos, que c'était encore bien plus fort. On voyait qu'ils pratiquaient depuis 10 ans. Et tu as souhaité importer ça en France après. Voilà, exactement. Voilà. Oui, parce que j'ai pris... alors, moi, c'est particulier dans le sens où je jouais au tennis avant, tout petit. Je me débrouillais plutôt bien. Et puis, j'ai arrêté le tennis pour le tennis de table. Donc, c'est vraiment... J'ai retrouvé un mixte parfait. Voilà, parce que l'ultimate, c'est pas réservé qu'aux pongistes. Pas du tout. Alors, je pense que c'est... Il y a une très belle connivence avec le tennis de table, c'est sûr. On a les raquettes, les revêtements, les balles, les tables. Tu nous expliques, c'est le même bois, la même raquette, la même balle. Même raquette, avec colle rapide, bien sûr. On a le droit à la colle rapide. On a le droit à la colle rapide, bien sûr. C'est même fortement conseillé. Les mêmes balles, 40 mm. Mais je croyais qu'on pouvait plus en acheter. Non, bien sûr, mais bon, il faut un petit tour en Chine et puis on revient très vite avec les poches pleines de colle. Et donc 4 tables sans filet. Donc c'est extrêmement lié au tennis de table. Mais je pense que ça va au-delà. C'est-à-dire qu'on va parler de sport de raquette. C'est-à-dire que j'aimerais pouvoir inviter des tennisman. J'aimerais pouvoir inviter des joueurs de squash. On en parlait, toi qui jouais aussi au squash. Des joueurs de badminton aussi. C'est tout ce qui se touche au sport de raquette. Voilà. Aujourd'hui, l'Ultimate Ping, c'est une association qui vient de se créer en France. Tout à fait, avec Derka qui est président de cette association. Oui, on l'a créé l'année dernière. On est en train de construire tout un projet autour de cette association pour pouvoir enfin mettre en place un... J'ai eu l'occasion de pratiquer l'Ultimate Ping en compétition, donc un club lyonnais de la Croix-Rousse, je leur fais un petit coucou au passage parce qu'ils ont beaucoup apprécié l'Ultimate Ping. Ils avaient fait un premier tournoi avec 16 personnes, ils en ont fait un deuxième, il y avait le double. Et il y avait un réel engouement. Et puis c'est une discipline que j'ai énormément appréciée. Manu, est-ce que tu as déjà pratiqué l'Ultimate Ping? J'ai jamais pratiqué, mais vu l'implication physique qu'il faut, ça m'intéresse vachement. Ouais. Parce que moi, j'aime bien. J'ai fait du tennis aussi, je joue au squash, je m'éclate dans d'autres domaines. Et c'est vrai que là, c'est un bon compromis, je pense, vu les images qu'on a vues dans la vidéo. Tom ? Moi, je suis un peu touche à tout, donc j'ai joué à l'Ultimate pendant les vacances, donc à la salle, il n'y a pas beaucoup de monde, on a mis les 4 tables comme ça, on a mis des séparations parce qu'on n'avait pas le filet. Et on s'est bien éclaté à se défouler, à envoyer des sacs, c'était bien cool. Et la première chose qu'on a fait en jouant 5-6 minutes, on était bien fatigués. La première chose qu'on a fait, c'est on a enlevé nos t-shirts et on s'est éclaté dans toute la salle à courir et jouer à l'Ultimate, c'était vraiment cool. Nico, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce filet? Parce que c'est vrai que parfois on met une séparation parce qu'on n'a pas de filet, mais l'Ultimate, c'est aujourd'hui un vrai sport avec des règles, avec un vrai filet et très structuré. Est-ce que tu peux revenir un peu pour nous sur ces aspects? Alors les premiers filets ont vu le jour il y a 2 ans. Encore par nos amis allemands, hein. C'est eux vraiment qui sont en tête d'affiche sur ce sport. C'est pas un filet de ping, hein. C'est pas du tout un filet de ping, hein. C'est un filet qui à la base a été fait de manière artisanale par les bénévoles et les passionnés d'Ultimate. Donc c'était en métal et avec un filet de badminton transformé pour que le filet en surface fasse 30 cm. C'était très bien fait, hein. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo. On voit pas qu'il y a encore une tranche de filet en dessous de la table. Et maintenant, je crois qu'il y a une marque allemande qui a investi pour la production de filets qui s'appelle Speed & Speed, qui produit et qui vend des filets maintenant par le biais de la vente par correspondance sur Internet. C'est en train de se professionnaliser. Oui, parce qu'en France, on m'a déjà demandé des filets. On m'a demandé par Internet où est-ce qu'on pouvait avoir des filets d'Ultimate. Il y a 5-6 clubs qui m'ont déjà demandé ça. Donc oui, ça commence à faire le tour. Oui. Et tant mieux. Nico, qu'est-ce que tu penses un peu de l'Ultimate? Je trouve ça vraiment sympathique, ça donne vraiment envie d'y jouer. Moi, je m'en sers un peu avec un Ultimate, un petit peu comme Thomas nous disait, un peu traficoté, donc avec des séparations sur des bancs. Je m'en sers un peu pour faire jouer les jeunes quand on est en période de vacances scolaires ou quand la saison est finie, tout ça. Ils s'éclatent à chaque fois, ils leur demandent régulièrement.
je vois un côté comme ça ludique pour se dépenser évident. Après, j'ai pas encore pratiqué ou j'ai pas encore vu à quoi ça ressemblait, quelque chose d'officiel avec les règles exactes et tout. Mais comme ça a l'air plutôt attrayant. Ouais, tout à fait. Enzo, ça te plairait une petite partie d'Ultimate? On aurait peut-être une chance de te gagner au ping, non? Non. Moi, ça me plairait, c'est sûr, parce que voilà, j'aime bien cavaler. Voilà, aller chercher la balle dans tous les sens, c'est un truc que j'aime beaucoup. Voilà, l'Ultimate, par contre, c'est vrai que c'est un sport que j'ai jamais essayé, mais un jour ou l'autre, j'essaierai forcément. Nico, c'est quoi la suite de l'aventure pour l'Ultimate dans les mois qui vont arriver? Alors, dans les mois qui vont arriver, il y a des choses qui sont en train de bouger. On sait qu'à Lyon, il va y avoir peut-être un petit événement qui va être fait pour l'Ultimate. Oui. On espère être présent pour vraiment promouvoir ça, non pas qu'en Ile-de-France, mais aussi sur tout le territoire. Je sais qu'aussi en Ile-de-France, en février ou mars, il y aurait un tournoi national d'Ultimate, un Open, par le bien grâce encore à Alexis. Donc ça, ce serait super. Il est partout. Et puis les prochains championnats du monde. Voilà. Tu vas participer? Oui. En double et en simple. En double, on va garder la même paire parce que ça fonctionne plutôt bien avec Alexandre Brigaud, qui est vraiment, on s'entend. Voilà, donc on est super potes dans la vie. Voilà, ça aide. Qui est aussi une bonne brute. Et puis en simple, cette fois-ci, Alexandre a fait 5e. Il perd sur Mengel en quart, mais de très peu. Oui, parce qu'il y a des pongistes professionnels en Allemagne. Voilà, mais il y avait les deux têtes de série étaient Stéphane Mengel et Philus Ruen, donc défenseurs. Et donc Alexandre perd en quart 4-2, 4-3, en sachant qu'il avait fait le tournoi de qualification la veille, Alexandre. Donc il avait dormi 1 heure, puisqu'on a terminé à 5 heures du matin, pour revenir à 8 heures du matin. Il a dû m'accompagner à l'hôpital parce que moi je m'étais fait une entorse la veille, donc sympathique. Donc cette fois-ci, on va vraiment, les doubles, c'est sûr qu'on va les travailler encore, mais on aimerait vraiment pouvoir aller chercher un podium en simple. Oui, ça c'est vraiment l'objectif à court terme. Donc que du bon alors, ça va continuer à progresser. Que du très bon, beaucoup d'entraînement, voilà, il y a un peu de sacrifice quand même parce qu'on n'abandonne pas le ping. Notre saison elle continue, hein. Nous on joue en National 2 aussi, donc on ne peut pas se permettre de ne pas venir s'entraîner au ping. Mais c'est vrai que la saison maintenant, dans notre club, chez nous, on a instauré le fait que la saison de ping se passe de septembre à avril, où nous on s'entraîne 2 heures par semaine, et à partir d'avril, voilà, là c'est plus 2 heures par semaine, ça va être 6 à 8 heures par semaine. Voilà, donc là c'est une vraie préparation pendant 2 mois. D'accord. Bon longue vie à l'Ultimate alors. Merci beaucoup, longue vie à Cuping aussi. Merci. On va passer un petit tour de réclame et on revient dans quelques instants. Mr Ping va fêter ses 10 ans, une décennie au service des pongistes. Mr Ping, c'est une expertise du matériel chinois et européen. Donic, Stiga, Cornillo, Tibar, Yasaka ou encore Dr Neubauer figurent parmi les références européennes. Comment ça se passe quand un joueur veut changer sa raquette et il vient dans la boutique? Il vient dans la boutique sans rendez-vous et puis après un conseil technique, voir un test des produits en réel sur nos tables de test, on lui colle ses raquettes sur place gratuitement et il peut partir avec sa raquette prête à jouer. De nombreuses références, du stock, des équivalences proposées et des prix attractifs. Nul doute que Mr Ping pourra répondre à vos besoins les plus farfelus. Un site internet refait à neuf, une boutique en ligne avec possibilité de chatter en direct avec un conseiller technique, Mr Ping possède aussi sa boutique physique à Aix-les-Bains. Alors n'attendez plus, rendez-vous dans la boutique ou sur www.mrping.com. Une belle publicité pour Mr Ping avec qui bien sûr on est partenaire et vous pouvez trouver aussi bien du matériel européen que chinois.
Enzo, tu nous as fait une belle surprise il y a quelques jours. Bon, je suis pas très objectif parce que je suis un peu partie prenante dessus dans cette initiative, mais aussi Stiga, ton sponsor. Tu as lancé ton site internet. Oui, bon, voilà, mon site internet s'est lancé il y a maintenant 2 semaines, à quelques jours près. Pourquoi un site? Pourquoi? Parce que maintenant je suis, donc comme vous le savez, je suis parti de l'INSEP. Donc qui dit partir de l'INSEP maintenant dit plus d'aide financière ou moins d'aide financière. Du coup, voilà, j'ai dit ça serait génial de trouver des sponsors privés. Et je pense que dans ce domaine-là, il y a quelque chose à faire. Donc voilà, on s'est lancé et tu m'as bien guidé et tu as très bien travaillé, quoi. On va regarder quelques captures d'écran de ton site. Tu peux nous rappeler l'adresse peut-être, Enzo? Elle est très compliquée. Hein. C'est www.enzoanglaise.com. Donc voilà, c'est pas... On va regarder quelques infographies. Voilà, donc là c'est la page d'accueil, donc www.enzoanglaise.com. Voilà, donc c'est un site très simple où on retrouve toute ton actualité. On retrouve aussi des photos, des vidéos. Ton palmarès, tu te présentes aussi à des partenaires potentiels, c'est important. Est-ce que pour toi, maîtriser ton image numérique, c'est aujourd'hui important? Parce que tu es un joueur professionnel qui se balade dans le monde entier, c'est important. C'est sûr que c'est important. Maintenant, il faut des gens sur qui on peut compter, parce que voilà, c'est vrai qu'on est un sport où on a quand même peu de visibilité. Donc il faut trouver les bonnes personnes pour avoir de bons conseils et c'est vrai que pour le coup ça tombe bien, quoi. Pour le coup ça tombe bien. Donc c'est chouette. Et il me semble que tu as une surprise à nous présenter. La surprise, c'est moi qui vais peut-être vous la présenter, mais en tout cas c'est pas moi qui l'ai créé, comme le site, mais voilà, la surprise elle vient plus de Dragan quand même. Donc non, mais c'est bien et je suis content. Donc en fait c'est... Je te tiens le micro si tu veux. Je te tiens le micro. C'est monsieur Dragan Stamenkovic qui m'a... Non, c'est ton application, Enzo. Qui m'a créé une belle application. Voilà, donc c'est avec le pack qu'on a lancé, mon Pongiste Pro, mon Sportif Pro. Donc il y a le site internet, mais aujourd'hui Enzo va avoir une déclinaison de son site sur des applications. Et donc là, il a une application Android. Voilà, tu peux peut-être la faire voir. Voilà, tu la fais voir. Donc voilà, là vous pouvez voir donc les actualités, suivre sur les réseaux sociaux. Donc, concrètement, ça reprend l'actualité de tout ce qui se passe sur ton site internet. Tu l'as dans une application. Voilà. Je pense que le plus simple, c'est déjà d'informer que l'application elle est gratuite, c'est très important, et surtout que tes fans vont pouvoir te suivre en direct à travers leur mobile. Vraiment avoir une interactivité, on va dire un rapprochement très important. L'application, donc je vois que tu as un téléphone Android, c'est ça? Donc elle est disponible sur l'Android Store et elle va être disponible sur Apple très prochainement. Pour le moment, elle est disponible sur l'Android. Voilà, elle est sortie réellement il y a quelques jours, mais officiellement ce soir. Et puis dans les prochains jours sur l'Apple Store. Ouais. D'accord. Donc à préciser quand même, c'est aussi une volonté de la part de ton sponsor Stiga de donner aussi une impulsion à ses joueurs, et qui sait bientôt, Manu, puisque tu fais aussi partie de la team Stiga, ça sera pour toi, c'est possible. Ça te plairait? Moi, je suis assez loin des réseaux sociaux, je suis vraiment pas active, mais après c'est vrai que pour notre sport, comme disait Enzo, pour la visibilité, je pense que c'est important, surtout en 2014 quand on voit les autres sports comment ça se passe. Enfin, c'est pas envisageable de pas être sur les réseaux sociaux. Après, moi, c'est un peu différent. Mais... D'accord.
On va passer à la prochaine séquence. Donc voilà, il va se passer encore plein de choses au mois de décembre dans le ping. On va regarder un petit résumé de ce qui nous attend au mois de décembre. C'est parti. Ça aussi, ça arrive. Voilà, le calendrier. Alors, on va avoir la Ligue des Champions. On va avoir donc ce week-end, on a le deuxième tour du Critérium fédéral. Donc, messieurs et dames à Serra. Tu joues, Manu? Tu y joues? Je peux pas, je joue au Portugal, donc je peux pas. Enzo, tu y seras? Non, je ne serai pas. J'ai fait le premier tour, donc non, j'y serai pas. Tu fais les indives, Tom? Moi, je fais les indives. Donc, le tour précédent, donc premier tour, j'étais en R2 junior. Et donc, j'ai terminé premier dans mon tableau. Donc là, en route pour la R1 junior, je me souhaite bonne chance. Nico, est-ce que tu as des petits qui font les indives? Oui, tout à fait. Je serai donc à Serra. Première fois qu'on a la N1 garçons et filles au même endroit. Donc c'est super parce que, par exemple, moi je suis en particulier une fille en ce moment et du coup ça doit faire 2 ans que j'ai pas vu un tour de N1 garçon. Donc, une fille championne de France. En plus, voilà. Donc je suis ravi que les tours soient mélangés là. Pour voir un peu un tour de garçon, il y a longtemps que j'en ai pas vu un. Donc c'est, en l'occurrence, la jeune fille, c'est Pritika Pavad. Voilà, tout à fait, ouais. Pritika Pavad, qui est licenciée au club du Bourget, qui a commencé là. Et tu m'avais dit qu'elle avait loupé son premier tour de... Voilà, elle a une petite blessure au début d'année, ce qui fait qu'elle est arrivée sur un premier tour d'indiv qu'elle n'a pas pu faire en entier. Elle a fait 15 jours des deux et pas dans de très bonnes conditions. Donc là, tout va bien et on va aller faire un tour. On a hâte d'y être. On a hâte que la saison commence. Nico, tu fais les indives? Alors moi j'ai pas le temps à titre personnel, j'ai dû arrêter les indives, mais je vais chez les petits. C'est une bonne excuse. Oui, c'est une bonne excuse, mais je coach en plus, donc des petits en R1 Benjamin. Oui. Voilà, donc pas en national, mais voilà, c'est sympa. Déjà c'est sympa, en R1 c'est sympa, il y a un bon niveau. D'accord. On arrive au bout de cette émission, c'est passé vite, encore une fois. Je vous rappelle que vous pouvez suivre toute l'actualité d'ActuPing, donc que ce soit à travers les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, sur actuping.com, ActuPing TV, à travers les applications qui sont gratuites, on les voit d'ailleurs à l'écran. Donc voilà, application iPhone, application Android, iPad, voilà, il y a la totale, c'est gratuit. Vous pouvez y aller, voilà, c'est entièrement gratuit et vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux à les télécharger et à suivre un peu l'actualité du ping. Donc merci à tous. Voilà, c'est vraiment important pour nous de savoir que notre travail vous plaît. Je vous remercie tous. Merci aussi. Merci pour l'invitation. Voilà, j'ai beaucoup apprécié aussi cette émission. C'était différent de la première parce que voilà, la première, il y a tous les couacs techniques. On en a eu quelques-uns, mais bon, ça allait encore, ça s'est géré. Nico, merci beaucoup. Merci à toi, c'était très sympa. Quelle est la suite pour toi? Voilà, donc là, tu vas aller la saison s'enchaîne vachement. Hein. On a peu de week-ends entre les tours d'indiv, les France à la fin, une sortie ou deux. qu'on fait souvent avec les petits un petit peu en Europe. Au final, ça fait une saison bien remplie. Manu, merci beaucoup. Merci à toi. Donc tu nous disais que tu vas jouer au Portugal ce week-end. Oui. Et ensuite, de retour avec Quimper? Ça dépendra de l'effectif qui va être aligné. Après, je vais essayer de reprendre un peu les Pro Tours et faire le maximum et finir ma dernière année de fac. Et j'espère que ça va aller. Tom? Moi, penser à continuer à bien m'entraîner. Les efforts vont payer, j'en doute pas. Donc il y a les indifs qui arrivent là ce week-end. Continuer en par équipe, on va se maintenir là avec l'équipe 2 du Kremlin-Bicêtre. Toujours suivre la Pro A qui va essayer de remonter au classement, on l'espère. Et sinon, voilà, jouer à l'Ultimate Ping et m'intéresser un peu plus peut-être aux Open et toutes les coupes et tous les tournois internationaux. Nico, la suite pour toi? La suite pongistique et ultimatistique. Voilà, nouveau terme. Allez. Nouveau terme, allez. Merci pour l'invitation. Et puis, c'est très gentil par le biais d'ActuPing de promouvoir un peu l'Ultimate Ping, surtout le ping aussi.
parce qu'on en a besoin, et ça c'est super. J'espère que l'Ultimate va aider le ping et non pas l'inverse. Encore une fois, le but du jeu, c'est que on est dans le même camp, hein, c'est la même balle, la même raquette, c'est pas la même dimension, mais voilà, c'est le même effort, c'est la même envie de taper dans cette petite balle. Et puis prochaine échéance très sérieuse, les championnats du monde en 2015, certainement en Allemagne, peut-être à Düsseldorf, donc on verra. Merci. Enzo, le mot de la fin, il est pour toi. Non, je pense qu'on a passé vraiment une très belle émission, on a partagé de belles choses et j'espère que la troisième sera encore mieux que la deuxième. Je pense que déjà cette deuxième faire une belle émission pour Noël. On en a parlé tout à l'heure. Voilà. Je pense que déjà cette deuxième émission était beaucoup mieux que la première. Tu étais venu en chaussures ou en espadrille? C'est une question. Non mais attention parce qu'il doit le placer une deuxième fois quand même. Bon non mais ouais, ça ressemble à des espadrilles. Je l'aurais placé une deuxième fois, c'est pas terrible. Vous comprendrez pourquoi. Ouais, voilà. Merci beaucoup Enzo, bonne continuation. Bon merci à toi pour ton invitation et merci à vous encore d'avoir été là. Merci à tous, bonne soirée, à bientôt. C'était 100% Ping, la deuxième, et à très bientôt. Et comme on le dit à chaque fois, vive le Ping. Ausschenhusen en Allemagne. Et tout de suite, l'INSEP